Oui. Alors, Shalom Babayit. Shalom Babayit, oui. Premier cours, Shalom Babayit. Un autre monde pour ceux qui veulent s'élever. Je voudrais reprendre quelques notions dont on avait débattu déjà la semaine dernière. Oui. On avait dit qu'avec Noach, on a appris que Noach n'avait fait que trouver grâce aux yeux d'Hachem. Oui. Il n'avait fait que trouver grâce aux yeux d'Hachem. Ça ne marchait pas. Noach, finalement, n'est pas considéré comme il est considéré comme un sadique, mais n'est pas considéré comme étant celui qui aurait pu être sauvé de droit, en quelque sorte. Il n'a fait que trouver grâce aux yeux d'Hachem. Pour quelle raison? Donc finalement, il aurait dû être éliminé, Noach comme tous les autres, d'accord? Pour quelle raison il n'a pas été éliminé? C'est qu'Akadosh Baruch Hu a vu qu'il pouvait faire un tikkun, qu'il pouvait faire une réparation. Quelle réparation fallait-il faire? Pourquoi le monde d'ailleurs, pourquoi le monde entier a été annulé? Pourquoi le monde entier a été annulé? Réponse, parce que le monde manquait de chesed. On ne peut pas vivre sans chesed. Et donc, vous voyez qu'à ce moment-là, si un monde qui ne peut pas vivre sans chesed, n'a pas le droit de citer, à ce moment-là, même les tzadikim, quand bien même seraient-ils parfaits, oui, ils pourraient ne pas pouvoir tenir dans un monde s'ils n'ont pas le degré de chesed qu'il faut avoir. Le monde est basé sur le chesed. Oui, il est construit. La base du monde, c'est le chesed. Si jamais il n'y a pas de chesed, alors à ce moment-là, le monde ne peut pas exister. Noach a failli être emporté dans cette tempête, a failli être emporté par le déluge. Que il a dit non, tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Et puisque tu as trouvé grâce à mes yeux, je sais que tu vas pouvoir trouver le tikkun, la réparation, qui te permettra finalement de reconstruire le monde à travers de toi. C'est quoi le tikkun? C'est quoi la réparation? Il est rentré dans l'arche. C'est quoi l'arche? L'arche, c'est le chesed. Lui qui n'a pas trouvé les ressources en lui pour pouvoir plaider pour que ses voisins, les hommes, puissent être sauvés, une fois qu'il a vu qu'il était lui sauvé, que sa famille a été sauvée, il s'est arrêté de prier, oui, et que donc un jour il en a voulu, mais alors à ce moment-là, finalement, quel chesed, tu fais pas preuve de chesed à l'égard des autres? Pas des siens. Hein? Il a fait à l'égard des siens. C'est pas du chesed, ça c'est de la nature. C'est qu'on défende ses enfants ou qu'on se défende à soi. Oui. Non. C'est un peu de chesed, mais c'est pas le chesed qu'on attend d'une personne de la dimension de Noach, c'est une plaisanterie. Mais il n'avait pas de dimension. Mais non, il était sadique tamim, il était un sadique parfait. Oui, et on attendait de lui qu'il plaide pour le monde entier. Et c'est ce chesed qu'on attendait de lui. Il ne l'a pas fait, il a failli être emporté dans le tourbillon du déluge, mais il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, et Hachem lui a donné sa réparation, et il lui a appris à faire du chesed. Comment? Il l'a fait rentrer dans la Teva. Teva, l'arche, oui. Là-bas, il a fait du chesed pendant pratiquement 1 an, en nourrissant les animaux jour et nuit. Donc même nourrir les animaux, oui, c'est créer en soi une aptitude à être chasdan, à avoir du chesed, et donc à partir de là, il a pu reconstruire le monde. Donc le monde est basé sur le chesed. L'arche va corriger ses défauts, d'ailleurs c'est marqué, rentre pour toi dans l'arche, oui. Et donc, il pourra à ce moment-là retrouver sa femme, oui, et repeupler le monde. Il n'a pas eu l'autorisation de repeupler le monde avant d'être passé par la Teva, par l'arche. L'arche est un préalable, donc la volonté de faire du chesed est un préalable à la formation du couple. Les enfants étaient déjà nés, les enfants de Noé, quand ils sont entrés dans Oui, l'arche. bien sûr. Il dit, c'est pas qui. Donc le mérite de repeupler le monde, il avait déjà des enfants. Il avait des enfants, mais c'était ses enfants. Oui, c'était des survivants en quelque sorte. Mais là, il va retrouver sa femme à la sortie. Il n'a pas eu l'autorisation d'avoir d'autres enfants avant de sortir de l'arche. Donc, ils n'ont eu de rapport, il n'a eu de rapport avec sa femme, et ses enfants n'ont eu de rapport avec la femme qu'au sortir de l'arche. Ah, parce qu'il y avait d'autres enfants que les 4 pour repeupler le monde. Non, il aurait fallu. D'abord, il y en avait 3, oui. Le monde, pour être repeuplé, il faut une autorisation d'aller avec sa femme, d'avoir des rapports. Oui. Cette autorisation, il ne l'a eu qu'au sortir de l'arche. On voit que l'arche, donc, était le préalable au fait de repeupler le monde. Le monde, donc, l'intention
la volonté de faire du chesed, comme qui est ce que représente l'arche elle-même, oui, est un préalable à la formation du couple, oui. Sans chesed, le monde n'est pas envisageable. Oui, et je vais aller de plus en plus dans cette direction. C'est vrai qu'il n'est pas possible de se développer sans la synergie et l'énergie de l'autre. Hein. J'ai une énergie, j'ai une conception des choses, j'ai des moyens personnels, mais je n'ai pu faire que ce que j'ai pu faire. Si je veux évoluer, je ne peux pas évoluer sans l'autre. Vous savez que même l'autre qui est opposé à moi est une source de progression. Oui. C'est pas seulement celui qui va dans mon sens qui est une source de progression, mais celui que je ne comprends pas, que je dois comprendre, celui que je dois aider ou qui doit m'aider, oui, m'apporte de l'énergie, de la synergie, des idées nouvelles, des directions, des perspectives. Et si jamais je le regarde comme un ennemi, parce qu'il ne pense pas comme moi, alors à ce moment-là, tout progrès est impossible. D'accord ? Sans chesed, c'est pas seulement que je ne peux pas progresser, mais il n'y a pas de couple, oui. Encore moins de foyer juif. Donc la base du foyer juif, c'est le chesed. Alors, il ne faut pas rester dans la théorie, il faut aller dans la pratique, oui. Mais je voudrais revenir dans Parashat Vayira, la parashat de cette semaine. Vous savez que les 3 malachim sont apparus à Abraham. Abraham avait la Mila. Au 3e jour de sa Mila, il était au bord de sa tente, il prenait l'air. Akadosh Baruch Hu est venu le visiter, comme on visite les malades, de là on apprend qu'on doit visiter les malades. Oui. Et 3 malachim, 3 personnages sont apparus qui étaient en vérité des anges, oui. Et ils lui sont apparus, il a quitté Hachem, il allé les inviter. On demande pour quelle raison des anges lui sont apparus, et on répond, il fallait que ces malachim lui annoncent des bonnes nouvelles. Quelles sont les bonnes nouvelles ? Il fallait qu'on lui annoncerait que Sarah aurait un enfant, donc lui, attention, il a 99 ans, et sa femme, elle a 90 ans, hein, d'accord ? Elle n'a plus de possibilité d'avoir d'enfant depuis longtemps. Il a fallu aussi qu'on lui annonce la destruction de Sodome et le sauvetage de Lot, d'accord ? Donc, ici, 3 nouvelles ont été annoncées à Abraham par ses malachim. Immédiatement, en bonne personne pratique, vous vous posez la question. Oui ? Hachem était avec Abraham, il est en train de le visiter pour faire Bikur Cholim, oui ? Il ne pouvait pas lui dire, lui, Hachem, oui, ces 3 nouvelles en question. Pourquoi les malachim lui ont-ils annoncé ? Oui. Qu'est-ce que ces malachim ont à voir dans cette nouvelle ? Hachem pouvait lui annoncer ces choses-là. Puisque ces choses... Oui, mais si Hachem lui avait annoncé ces choses-là, ça signifierait que de la volonté d'Hachem, oui, d'après les mérites d'Abraham, la volonté d'Hachem était désormais qu'il y ait ces 3 choses-là. Destruction de Sodome, oui, et sauvetage de Lot, et qu'il ait un enfant. En vérité, les choses ne sont pas comme ça. Elles sont plus compliquées. C'est qu'en vérité, on a voulu ici nous enseigner comment fonctionne le monde. Le monde a des lois de fonctionnement. Des lois naturelles, oui, qu'examinent les scientifiques, et ils pensent que ce sont les seules lois qui existent. Puis il y a d'autres lois. Par exemple, le chesed d'Abraham a créé des malachim, et ce sont eux qui sont venus annoncer à Abraham ces 3 bonnes nouvelles. D'accord ? C'est le chesed, donc les actes que nous faisons, on en parlera encore bien plus, oui. Tout ce que nous avons comme acte, comme pensée, comme parole, oui, produit des créatures sans corps, oui, bien sûr, des créatures sans corps, et que ces créatures sans corps viennent harmonieusement ou disharmonieusement se mêler de nos affaires, oui. Et donc, ces 3 malachim créés par Abraham, par le chesed d'Abraham, le chesed incroyable d'Abraham, sont des malachim qui vont faire du chesed. Chesed à Lot, ils vont le sauver. Vous allez me dire à un moment, s'ils sont des malachim de chesed, pour quelle raison ils vont détruire Sodome ? La réponse, c'est que Sodome était le contraire du chesed. Et donc, ce sont des malachim de chesed qui vont détruire Sodome. Si le chesed est en train de vaincre, oui, grâce au poids d'Abraham dans la balance, Sodome va être détruit parce que Sodome c'est le contraire, Sodome c'est le contraire du chesed, et donc il va avoir un enfant. Donc les actes d'Abraham, les paroles d'Abraham, les pensées d'Abraham créent des malachim, et ces malachim, très logiquement, ce sont eux qui sont venus lui annoncer ce qu'ils allaient faire. D'accord ? Donc C'est toujours valable, ça ? mais évidemment,
Pourquoi j'en parle? Sinon, j'en parlerai pas. Non, Ouais. est-ce que c'est valable que pour. Mais pour c'est sadique toujours... ou est-ce que Ah non, non, c'est non, non, non. valable pour, C'est le fonctionnement même du monde. Actuellement, ça marche encore comme ça. Nous créons des malachim. Inutile de vous dire combien vous devez faire attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous pensez. Oui. J'ai pas dit maintenant de devenir fou, parce que c'est une école. Il faut ouvrir l'école, ouais. Et vous êtes au cours préparatoire, et puis on monte petit à petit, CP, C1, C2, etc. Jusqu'à GAN plus 20. GAN plus 20, d'accord? Il faut monter. Et vous créez des malachim en permanence. Et ces malachim sont des malachim qui viennent faire votre vie en quelque sorte. D'accord? Donc ici, le chesed de Abraham n'était pas seulement un chesed matériel. Il n'offrait pas seulement de la nourriture à tous les passants, à tous ceux qui avaient envie. Il n'aidait pas seulement à chacun vivre sa vie. Il leur donnait un accès à un autre monde. Nous côtoyons un monde inconnu. Si nous restons scientifiques, nous ne pourrons pas bénéficier de ces richesses. Si nous restons pragmatiques, terre à terre, on ne peut pas bénéficier des richesses du monde que l'on côtoie. Et donc, oui, vous savez que les fautes de Caïn, d'Adam Arishon d'abord, puis Caïn, puis le dor de Enoch, le Maboul, le déluge, de Rafla, Sdom et Mitzraïm ont fait monter à Kajoubourou de ciel en ciel jusqu'au 7e ciel. Il nous a quittés. Et donc, on ne perçoit plus sa présence. Est venu Abraham, il a fait descendre d'un ciel. Yitzhak, il a fait descendre encore d'un ciel. Yaakov d'un ciel. Lévi d'un ciel. Kehat d'un ciel. Amram d'un ciel. Et Moshe Rabbeinu, il a amené Hachem sur terre. Et avoir Hachem sur terre ou avoir Hachem écarté de sept cieux, c'est pas la même chose. La vie n'est pas la même, d'accord? Mais ici, ça vous donne une préfiguration de ce que c'est que le monde que vous côtoyez. L'autre logique, d'accord? Dans la Kedat Yitzhak, chapitre 15, il dit que dans le monde, il y a deux sortes de lois de la nature. Les lois dites naturelles, d'accord? Et les lois au-delà du naturel. Mais ces lois-là fonctionnent comme un monde, elles aussi. Elles ont des lois, des règles, elles ont une logique. Oui. On intègre cette logique par nos actes, par nos pensées et par nos paroles. Quand la mer s'est ouverte devant les Bnei Israël au matin, elle est revenue à sa loi normale. Donc il y a une loi normale, la terre prend la forme, la mer prend la forme de son récipient. D'accord? La mer prend, mais elle s'est ouverte pour les Bnei Israël. Les Juifs étaient sortis d'Égypte, avaient suivi la parole d'Hachem. Ils ont fait chesed à Hachem. Chesed, c'est quoi? C'est j'y crois pas, mais je le fais. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je le fais. Je ne sais pas si c'est bien, mais puis pour te faire du bien, je le fais. Faire un chesed logiquement, c'est insensé. D'accord? C'est pas un chesed, c'est que vous faites à la normalité. Quand des pays donnent des allocations familiales ou ils le donnent, évidemment que ça aide les familles, mais elles le donnent aussi pour avoir la paix dans l'État et deuxièmement pour augmenter des lois économiques, la consommation. D'accord? Ici, c'est un chesed qui est mesuré, mais c'est un chesed, mais il n'est pas vrai. Il est mesuré. C'est une loi de fonctionnement. Ils sont intelligents et ils savent qu'on ne peut pas fonctionner autrement, donc ils font ce qu'il faut faire. D'accord? C'est pas un chesed, ça. Ça, c'est une autre manière de prendre. Oui? D'avoir la paix, je donne un peu pour avoir la paix, je donne un peu parce que je veux du kavod. Oui, nous sommes des grands peuples, on reçoit les migrants, etc. On n'a pas reçu les juifs en leur temps, on les a même tués, mais maintenant nous avons fait teshuva, on reçoit donc n'importe qui, on verra après. Des choses comme ça, quoi. Ici, c'est des chasadim calculés. Maintenant, le vrai chesed, il ouvre la porte à un autre monde dans lequel Akadosh Baruch Hu est là, surveille, dirige, et il y a d'autres lois qui fonctionnent. D'accord? Donc la mer, c'est vrai que le matin, elle est revenue au niveau, à sa loi normale, naturelle, mais elle s'est ouverte dans la nuit. Elle est revenue laïtano, mais elle s'est ouverte à la nuit. Et elle avait un tnaï. Il y a un tnaï, il y a des conditions qui ont été imposées par Akadosh Baruch Hu à la création, oui.
que il y a une logique supérieure que tous les éléments naturels doivent suivre, une autre logique, oui, qui est prévue depuis le début des temps par Hachem et qui est réservée à ceux qui veulent progresser et évoluer. Oui. Et naturellement, quand il s'y adonne totalement, quelqu'un qui a une volonté délibérée d'évoluer, il crée un nouveau sentier. Oui. Il crée une nouvelle logique. Sa volonté ouvre un sentier qu'il fait sortir d'une logique normale, de la logique commune, de la logique vulgaire, oui, elle fait rentrer dans une autre logique. D'accord ? C'est réservé à ceux qui veulent progresser et qui s'y adonnent totalement. D'accord ? Et ceci n'est pas réservé à la mer seulement, oui, mais tous les éléments de la création, les cieux, la lune, le soleil, ils obéiront à Moshe, puis à Yeshua, et même les corbeaux qui d'habitude ne nourrissent pas leur progéniture, ils amèneront de la nourriture à Eliaou, donc c'est contre nature. Les lions obéiront à Daniel. Vous voyez qu'il y a une deuxième nature. Il y a une deuxième nature. Cette nature, elle est difficile à mettre en branle. Il faut qu'on dépasse notre nature à nous pour pouvoir atteindre cette nature. Il faut qu'on aille au bout de nos possibilités. Et quand on accepte l'idée qu'au bout de nos possibilités, il n'y a pas un précipice, il y a encore Hachem qui est là, alors à partir de ce moment-là, s'ouvre à nous un autre monde. D'accord ? Si vous voulez, même c'est écrit, si mes souvenirs sont bons, dans Ishaïa 51, je crois que c'est écrit, si mes souvenirs sont bons, c'est écrit, je vous demande une toute petite seconde. Oui, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. C'est Hachem qui parle, hein, Ishaïa, et qui parle aux hommes, oui, pour établir les cieux. C'est-à-dire que maintenant, je comprends qu'en vérité, par mes actes, j'établis les cieux et réédifier la terre, et refaire la terre. Donc la terre, elle est faite et elle est refaite. Elle ne se refait pas pareil. Si dans mes actes et dans mon comportement, j'en arrive à modifier la logique des choses, c'est qu'à ce moment-là, je peux par ma logique à moi, amener un autre monde, d'une certaine manière. Est-ce que c'est clair ? On peut redire ce que vous avez dit là, Ishaïa a dit, en citant Ishaïa, j'ai mis dans ta bouche mes paroles. Donc Hachem dit, j'ai mis dans ma bouche ta bouche de ma Torah. Les lettres sont puissantes, oui. J'ai mis dans ta bouche ma Torah pour édifier les cieux et réédifier la terre. Oui. Hein ? Établir les cieux et réédifier la terre. D'accord ? Établir les cieux. Les cieux ils tiennent parce que l'on fait nous. Oui. Et réédifier la terre, c'est nous qui renouvelons la terre selon nos lois à nous. Des lois nouvelles à chaque fois. D'accord ? Donc vous voyez que cette seconde nature, cette seconde dimension, cette deuxième dimension est réservée et s'adapte à l'homme pour qu'il puisse progresser. La mer s'est ouverte parce qu'il fallait que la nature cède devant les Juifs. Oui ? Pour qu'ils aillent au Sinaï. Ils se sont mis entre les mains d'Hachem, ils ont accepté de quitter l'Égypte avec peu de provisions, ils ont accepté de grandir, ils ont accepté de prendre une autre vie, oui, et de suivre Dieu Hachem dans le Midbar, dans le désert, sans eau, sans rien du tout, une terre où on ne suit pas normalement des choses, oui. Eh bien, à partir de ce moment-là, la nature va s'adapter à eux. La nature va s'adapter à eux. Pour qu'ils puissent progresser. Sachez que ce mécanisme est à votre disposition. Rien ne vous empêche d'en profiter vous aussi. Oui ? Pourquoi je vous dis ça dans un cours de Shlom Bayit ? Oui ? Le Rambam a même ajouté, c'est marqué, et je vous donnerai la pluie en vos saisons, dans leur saison. Oui, vous croyez que c'est une récompense de recevoir la pluie en votre saison ? Pas du tout.
c'est pour ceux qui veulent étudier, qui ont besoin que les choses soient bien cadrées et qu'ils aient du temps, du loisir pour étudier et pour progresser. Il met un gvoul, une limite, une frontière à chaque chose, de telle sorte que chacun puisse vivre une vie dans laquelle il peut progresser. Donc, le foyer, il est basé, le foyer juif, on l'a vu avec Noach, oui, le foyer juif est basé sur le chesed. Pourquoi il est basé sur le chesed? Oui. Eh bien, on a vu que les femmes étaient... Je voudrais revoir ce problème, mais on va faire, peut-être la semaine prochaine ou cette semaine, on verra un cours dessus. L'homme, Dieu a créé l'homme, donc il a dit, faisons l'homme, et la femme. Oui. Quelle est la place de l'homme? Quelle est la place de la femme? Quelle est la nature de l'homme? Quelle est la nature de la femme? Quels sont les objectifs poursuivis par l'homme et par la femme? Ça fera soit l'objet du cours suivant, on verra, soit d'un autre cours. Donc ici, les femmes, je vous l'ai dit, c'est marqué à propos des femmes que celui qui veut s'enrichir, oui, doit honorer sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Naturellement, les femmes montrent aux hommes abondamment c'est écrit ici sur mon front, bandeau, quand une rébellion discrète, voilà. La bénédiction vient de moi. Et sur la femme, je vous ai dit aussi, ce sont les premières lettres de la femme, c'est Asher Sham Hazaav. Aleph, Shin, He, Isha, Asher Sham Hazaav. C'est là où il y a l'argent, d'accord? En vérité, on pourrait penser, donc je vous avais dit que les femmes sont le chesed, etc. En vérité, les femmes non, sont la rigueur. Oui. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire et pour quelle nécessité il fallait qu'elles soient la rigueur. C'est qu'en vérité, elles sont là pour l'expression. Elles sont le kéli et le potentiel, elles sont l'existant en quelque sorte. Ce qui existe, ce qui est visible, oui, c'est ce qui est produit par les femmes. D'accord? L'homme est dans la création l'expression d'un potentiel. Oui. Ish, le yud, expression, le point, expression d'un potentiel. Pas l'expression, il est le potentiel. L'expression du potentiel, les enfants, la parnassa, la bracha, la maison, la réussite, ce qui se passe sur terre, etc., c'est la femme, d'accord? On ne parle en principe que quand les choses sont visibles, d'accord? On parle des enfants quand ils sont là. On parle de la parnassa quand elle est là. On parle de la bracha quand on la voit, oui? Et si vous voulez, la femme qui est là pour cristalliser, concrétiser le potentiel qui est chez l'homme, oui, alors à partir de ce moment-là, elles sont en pole position dans les choses matérielles, d'accord? Et c'est elles qui sont visibles d'une certaine manière. Ce qu'elles produisent est là. Donc la femme exprime une potentialité. Sans femme, un homme n'a pas de sens. N'a pas de sens. Et donc, quand on est la concrétisation et l'expression d'un potentiel, évidemment qu'on est la rigueur. Elles prennent le potentiel et rigoureusement, oui, elles le mettent en pratique et elles le concrétisent en forme et en pratique, d'accord? La bracha, elle vient là à ce moment-là. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, la femme et l'homme n'ont pas du tout ni la même nature, ni les mêmes objectifs. Et puisqu'elles n'ont ni la même nature, ni les mêmes objectifs, ils n'ont même pas la même manière de voir la vie. Ils ne parlent pas la même langue. Oui. Il y a un livre qui a été écrit par les Goyim, il dit les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Oui. Écoutez, si sur Terre, oui, un Javanais veut parler à un Marocain, ils ne vont pas se comprendre. Oui. Imaginez un qui vient de Vénus, non, une qui vient de Vénus avec un qui vient de Mars. Un c'est un Martien et l'autre c'est une Vénusienne. Oui, ils n'ont pas de langue commune. À partir de ce moment-là, il va se passer un miracle. Et c'est pour ça que je vous ai dit que vous devez chercher une seconde nature. Sans la seconde nature, on n'y arrive pas. Et pour déclencher la seconde nature, vous devez dépasser votre nature. Le couple est un endroit où on se dépasse. Donc tout celui qui dit, mais attendez, structurellement, on ne peut pas faire ça, etc., c'est de la bêtise. On est là justement pour se dépasser. Le couple sert à faire que 1 plus 1 font 3, 4, 5, 6, 7, etc. Oui. Et donc 1 plus 1 en mathématiques, ça fait 2, mais dans le couple, 1 plus 1, ça fait 7, 8, 9, 10, 35, 45 avec les petits-enfants, etc. D'accord? Et donc, ici, on n'est pas dans du normal naturel. On est aux confins de la vie,
on fait venir d'on ne sait où la vie, oui. Et donc, à partir de ce moment-là, on est aux limites de tout ce qui est naturel et concret. On ne peut pas faire les choses normalement. On est obligé de se dépasser. On est obligé de comprendre l'incompréhensible, oui, que l'homme et la femme arrivent à se comprendre. L'homme est obligé d'honorer sa femme, mais bien qu'il, sachez, il ne la comprend pas. Que ce soit bien clair entre nous. Hein, c'est-à-dire, il comprend rien. D'accord? Il dit que je suis pas. Écoutez, ce mur doit être peint en jaune, dit la femme. Elle me dit ah bon et pourquoi pas en blanc, en noir? Mais non, ils font en jaune. Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce que je fais à manger aujourd'hui? Des haricots? Ah non, pas du tout. On fait des petits pois. Ah bon, d'accord, on fait des petits pois. Mais enfin, c'est évident. Mais bien sûr, c'est évident, il n'y a pas de souci. Et c'est pareil de l'autre côté. Les femmes qui font un effort plus important en général que l'homme, font un effort pour comprendre. Mais le fond, c'est que la réussite, elle est quand il y a fusion dans le couple. Il n'y a pas fusion, et la fusion est anormale. Elle participe d'un monde qui est supérieur, d'une logique, d'une dimension supérieure à la logique normale. Admettons-le clairement. Ça demande de vivre dans des règles qui ne sont pas des règles naturelles. Ça demande du recette. Vivre dans un endroit où c'est pas naturel, vous êtes obligé, si vous commencez avec la rigueur, on ne peut pas s'en sortir. Donc effectivement, les femmes sont la rigueur pour pouvoir créer, concrétiser, exprimer. D'accord? Et donc, puisqu'elles sont la rigueur, elles sont là pour... elles sont là, elles font. Oui. Et naturellement, elles pourraient dire, bah attends, ta participation à la confection d'un enfant est dérisoire. Et l'homme lui répondra, oui, mais elle est essentielle. Voire originelle. D'accord? Sans moi, il n'y a rien. Indispensable. Et donc, ici, vous voyez que le couple, a priori, est un miracle. D'ailleurs, c'est Hachem qui réunit les personnes. Après, les personnes font des bêtises et elles se séparent, ou bien font des bêtises qui les obligent à se séparer, mais Hachem, il sait ce qu'il fait. Pas un couple n'a été réuni sans que ce soit voulu là-bas. Mais l'équilibre est très instable. Oui? Une question sur Oui. la fusion. Oui. Vous avez dit que la réussite, c'est lorsqu'il y a fusion. Non, mais je parle... on parle trop vite. La fusion est un résultat qu'on atteint au bout de plusieurs années. Ah oui, ce qu'on appelle aujourd'hui fusionnel, etc., c'est rien du tout. C'est une bêtise. En fait, un couple, finalement, il est concret ou construit ou réussi au bout de X années. Oui, mais oui, c'est ça que ça veut dire. Donc il n'y a pas de jeune couple qui est un couple réussi. Bah si, il y a chez qui la valeur n'attend pas le nombre des années. Je n'ai pas compris. Il y en a qui ont des midotes depuis le début, qui ont été éduqués, et qui, ou bien par nature, qui, bien que ce soit pas naturel de vivre ensemble et de se comprendre, ils sont tellement chasdanim, ils acceptent tellement l'autre, ils font tellement peu cas de eux-mêmes, que finalement, ils arrivent très rapidement à un résultat très intéressant. Mais tôt, à un résultat très intéressant. C'est pas l'habitude ni la loi. La loi, c'est le travail, c'est la remise en cause. Et 40 ans après, vous pouvez encore ne pas supporter ou accepter, mais vous devez vous travailler en permanence. Et c'est ça que je veux dire par nous sommes dans une autre dimension dans le couple. Nous sommes dans une deuxième dimension. Le chesed et le chemin, Daniel, le chesed est le chemin par lequel c'est-à-dire le chesed, le renoncement à soi, en quelque sorte, et l'acceptation de l'autre. Oui. Un versant, c'est le chesed, je donne, oui, donc je renonce. Un autre versant, c'est akartatov, je reconnais l'autre, oui, parce que je peux avoir du chesed et ne rien reconnaître. Ah, moi, je donne, mais tu es tellement en avant que tu ne reconnais pas l'autre du tout quand il te donne, oui. Il faut aussi accepter que l'autre existe. Ça, c'est akartatov. C'est les deux versants d'une même montagne, oui, qu'on doit gravir. On est obligé, et le couple, il sert à ça, il sert à ce qu'on s'oublie et qu'on reconnaisse l'autre. Les deux. Un, on s'oublie. Deux, on reconnaît l'autre. Et c'est deux efforts qui ne sont pas naturels du tout.
qui sont quasiment antinaturels. Et à ce moment-là, vous atteignez une deuxième logique qui vous permet de vivre un autre monde, en quelque sorte. Est-ce que pratiquement, ça vous pose un problème d'entendre ce que je viens de vous dire? Il n'y a pas de souci, c'est comme ça que ça marche. Simplement, je systématise le fait que de toute façon, on vit dans un couple dans une autre dimension. On vit dans une autre dimension, et cette autre dimension, il faut la défendre, il faut y accéder, il faut la défendre en permanence. Il y a ceux qui sont trop rigoureux, que ce soit l'homme ou la femme, et qui ne veulent absolument pas entendre parler que de ce qu'ils comprennent, ou que de ce qu'ils appréhendent. Et à partir de ce moment-là, on arrive à des conflits qui sont quasiment programmés depuis le départ. Puis les conflits, parce qu'il y a ici deux natures, deux compréhensions, deux manières de voir les choses, la vie, et donc il y a de quoi se disputer dans chaque détail. Les enfants, c'est pour en avoir, puis ensuite pour les éduquer, la parnassa, l'endroit où on va vivre, l'achat d'une maison, les métiers qu'on doit faire, le temps qui est disponible, les vacances, tout est une source de dispute. S'il n'y a pas de renonciation qu'on appellera chesed et de reconnaissance qu'on a en face de nous quelqu'un d'autre qui ne pense pas comme nous, qui a le droit de ne pas penser comme nous, si on ne fait pas ça, eh bien on ne peut pas arriver à réunir les deux parties du couple, les parties de l'âme. Il y a quand même quelque chose qui... Il y a quelque chose quand même qui se pose, et quand on dit acceptation de l'autre, ok. Quand on dit renoncement... Ok, faut le dire vite, ok. C'est pas facile du tout, là. Je me demande si c'est pas plus facile de faire du recette que d'accepter l'autre. Je sais pas. En tous les cas, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça, c'est quand on dit renoncement de soi. Quand on dit renoncement de soi, ça crée quand même des sentiments, soit de frustration, ou de culpabilité, ou des émotions pas bonnes, ou des sentiments qui sont pas agréables à vivre. Est-ce qu'un couple, il peut être réussi s'il y a ces choses qui s'installent? Écoutez, on est des adultes, oui. J'ai pas dit que vous allez courir le 100 mètres en 10 minutes sans entraînement. Vous devez coordonner tous vos mouvements, créer de nouveaux équilibres, et que votre renonciation ne soit pas au prix d'un déséquilibre personnel. Et ça, c'est les adultes et la bonne volonté de départ. Celui qui démarre en disant « de toute façon je vais créer une frustration », il ne peut même pas bouger, il est cloué au sol. Par contre, celui qui se dit « je vais commencer à renoncer et je vais me rééquilibrer progressivement et je suis sûr que je trouverai un équilibre entre mes frustrations pour avoir renoncé et le plaisir que j'aurai d'avoir créé mon couple », je n'ai pas dit que ça se fait en 1 minute ou en 1 heure, je dis simplement que vous devez tendre sans arrêt vers ça et vous savoir vous équilibrer comme quelqu'un qui marche. La marche est un déséquilibre qui amène un progrès. On ne peut pas marcher sans se pencher. Et c'est mon pied qui se pose, qui récupère un équilibre, puis je me redéséquilibre, et j'avance, et c'est ici. C'est vrai que renoncer à une partie de soi, s'ouvrir à l'autre, donner ce que l'on a, oui, c'est à enlever de mon équilibre. Mais je vais avoir en échange bien autre chose. Oui. Deuxièmement, si je ne sais pas le faire et que je pleure toutes les minutes le chocolat que j'ai donné à l'autre, alors à ce moment-là, je vais me retrouver dans une situation où je n'ai pas su gérer mon équation personnelle. C'est moi qui ne suis pas un adulte. Oui, mais si l'autre n'est pas dans le même état d'esprit... La vie, c'est un équilibre. Non, mais l'autre n'est jamais dans le bon état d'esprit. Il faut partir de ce principe. Si jamais vous attendez que l'autre fasse pour que vous fassiez, c'est bon. On ne peut pas y arriver. Par contre, si vous admettez que ce que vous devez faire, vous le faites pour vous, pour votre progrès personnel, que quand vous donnez, c'est comme si vous prenez. Vous êtes en train d'évoluer vous-même. Vous êtes capable de renoncer et vous ne vous déséquilibrez pas. Parce que vous jugez que ici vous n'avez pas donné quand vous faites du recède. Vous êtes en train de vous construire. Oui. À partir de ce moment-là, vous n'êtes pas en train de pleurer chaque chose qui a été donnée. Et progressivement, vous n'avez même pas besoin qu'à la limite, l'autre soit immédiatement en miroir avec vous, oui, pour que progressivement, vous vous rencontriez.
D'ailleurs, c'est rare que l'autre soit en miroir. Généralement, l'autre est en miroir par reconnaissance, par akaratatov. Quand vous faites un chesed à quelqu'un, il le reçoit. Vous savez que c'est pas facile de recevoir un chesed. C'est pas facile de faire du chesed. C'est pas facile de recevoir. Combien de personnes j'ai vu dire ah non, excusez-moi, non, cadeau, je donne, mais je ne reçois pas. Oui. Pourquoi? Parce que recevoir, c'est un cadeau aussi. C'est un cadeau aussi. Je permets à l'autre de rentrer dans moi, de rentrer chez moi. Je permets à l'autre de me rendre débiteur. Débiteur en sentiments, débiteur en ce que vous voulez. Et donc, ici, tout ça est un grand équilibre. Mais c'est pas un équilibre qui se fait à l'instant T par une immense adéquation. Tu m'as donné ça, donc c'est immédiatement, l'autre va le recevoir ébahi en disant oh, c'est magnifique, comment t'es bien, etc. C'est pas ça. C'est vous le faites pour vous construire, peu importe ce qui se passe de l'autre côté. Après, naturellement, si jamais il n'y a pas de retour pendant longtemps, ça posera un problème d'équilibre, oui. Mais vous le faites, les choses, vous réussissez votre couple pour vous, pas pour l'autre. Vous faites votre vie. Quand vous donnez, c'est vous qui gagnez. C'est pas vous qui perdez. Donc ici, on parle en tant qu'adulte. Il y a effectivement donner peut provoquer une frustration puisqu'il y a un manque. Oui. Se donner provoque une frustration parce que on fait quelque chose d'anormal, donc un déséquilibre, oui. Mais ici, vous le faites pour vous, pour créer, pour trouver l'autre dimension. Vous rentrez dans un autre monde, le monde du chesed, le préalable. N'oubliez pas, à la création du monde, c'est l'arche. Il a fallu, pour qu'il repeuple le monde, il a fallu qu'il accepte un préalable de chesed. Un foyer, c'est pareil. Le mariage se fait dans le chesed. Et là, akaratatov, chesed, akaratatov, je donne et j'accepte que l'autre existe. Oui, pas je donne et je suis super et l'autre il est rien. Oui. Et naturellement, donner et reconnaître provoque des frustrations. Je reconnais que l'autre il est bien. Ah, moi je croyais qu'il n'y avait que moi qui était bien. Maintenant que je reconnais que l'autre peut-être aussi il est bien, ça crée chez moi une frustration. Je dois accepter de me demander comment vivre cette situation. Et m'équilibrer progressivement. Je ne suis pas en train de parler. C'est un nouvel équilibre en même temps. Oui, oui, bien sûr. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui se réalise en une minute, ni en un an. Je suis en train de parler d'un progrès qui vous intéresse à vous, personnellement, indépendamment du mari. Et au mari, personnellement, indépendamment de sa femme. Après, il faut quand même qu'il y ait un minimum de réponse, parce que sinon, c'est pas possible. Mais c'est pas une réponse instantanée et automatique. Père, il y a aussi un autre problème dans la notion même de renoncement ou de frustration. On a l'impression de renoncer ou d'être frustré parce qu'on a une idée préconçue, un préjugé sur mes besoins. Est-ce que l'être connaît vraiment ses besoins? Exactement. Alors ça, c'est un autre. Ça, c'est la base. C'est un autre. Est-ce que Vous vraiment croyez que on renonce à vous croyez que ce que vous des détenez, idées? je croyais que ce que vous détenez en argent, en intelligence, oui, en aptitude, les choses plus fines, compétences, oui, vous croyez que c'est à vous? Vous croyez que c'est à vous? C'est une autre façon. C'est pas à vous. Tout ce que vous êtes, ça a été donné pour que vous puissiez jouer un rôle dans le monde. Ça veut dire que vous devrez les employer. Oui. Et vous êtes ici un vecteur et vous êtes un envoyé d'Hachem sur terre. Ce que vous avez ne vous appartient pas, et je le dis au sens le plus large, même si vous êtes belle, même si je parle de toutes les compétences, ça a été donné pour quelque chose. Donc la notion de frustration, il faut la mettre entre parenthèses. Ce que vous dites. Vous comprenez pas? Non, je comprends pas. Ce qu'il dit, c'est qu'on n'est pas là pour nous. Oui, d'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, tu sais que tu as des atouts, je sais pas, tu es une personne intelligente, machin, etc. Alors quoi, tu dois avoir des ambitions internationales? Eh bien évidemment, j'ai des ambitions à la hauteur du patrimoine que j'ai reçu. Du patrimoine le plus large possible. Vous croyez que si jamais je suis super intelligent et que je vis dans ma caverne, vous croyez que je fais mon travail sur Terre? Si j'ai des compétences exceptionnelles, et je dis, moi, attendez, moi... Pas que dans notre caverne, il y a déjà à faire. Et vous avez reçu plus que pour la caverne, oui ou non?
Si vous n'avez reçu juste que pour faire la popote et s'occuper du mari et des enfants, vous avez raison. Si vous avez reçu plus que ça, je ne comprends même pas la question. C'est clair. La vie s'exprime. Donc, exprimer peut-être ce que tu es. C'est pas, vous comprenez, il y a un livre, chez les Goyim, il y a un livre qui s'appelle L'allumeur de réverbère, ouais, à qui on a proposé de simplifier la tâche. Il dit, moi, pas de chance, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. C'est dormir. On n'est pas là pour faire un minima, on est là pour faire un maxima, et on n'y arrive jamais. Oui, mais on est au moins obligé de tendre. Vous croyez que tout ce que j'ai comme aptitude, elles m'appartiennent? C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Et je mets maintenant, il n'y a pas que l'argent, hein, tout. La parole facile, le charme, l'argent, le physique, la compétence, l'intelligence, tout ça, ce sont des moyens qui vont déborder. Je vais les employer pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants, évidemment, pour eux en priorité, pour mon environnement plus large en priorité, et puis après, il n'y a pas de limite. C'est clair, il n'y a pas de limite. Donc donner, c'est pas donner. Donner, c'est pas donner. Donner, c'est donner, c'est restituer. Vous savez que l'argent que l'on donne, écoutez, l'argent qu'on donne aux pauvres s'appelle tzedaka, c'est-à-dire justice. Oui, l'argent qu'on donne aux pauvres s'appelle justice. Sachez que ce mot tzedaka et cet esprit-là, il n'est pas que pour l'argent. Il est pour tout ce que l'on a reçu, sans aucune espèce d'exception. Si j'ai un talent, il doit être employé. Je ne peux pas le laisser moisir, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. C'est la seule base. Sinon, tu parles dans la... On fait une... Non, il y a personne...